Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur Matchpoint, un film qui a vraiment marqué une rupture dans la filmographie de Woody Allen. Oui, bonjour. C'est un film clé, c'est sûr. On va s'appuyer sur plusieurs sources critiques pour comprendre ce changement. Allen qui quitte New York pour Londres, qui laisse tomber la comédie. Pourquoi ? Exactement. On va parler style, thème, bien sûr, la chance, la morale, l'ambition, et puis comment le film a été reçu. L'idée, c'est de saisir pourquoi c'est un tournant si net, et ce que ça dit sur le hasard, la culpabilité. Tout à fait. Et au-delà du thriller psychologique, qui est très réussi d'ailleurs, c'est une sorte de commentaire assez froid sur la société, sur la condition humaine même. Ouais. Il s'éloigne de ces comédies existentielles habituelles pour explorer des zones beaucoup plus sombres, presque dérangeantes parfois. C'est ça qui frappe d'emblée, hein. On pense à Annie Hall, à Anna et ses sœurs, les dialogues qui fusent, les personnages névrosés mais attachants. Voilà, le style Allen classique. Et là, dans Matchpoint, pouf, presque plus d'humour. Juste de la tension, une atmosphère lourde, c'est un changement radical de registre. Ah oui, radical. On bascule clairement dans le thriller psychologique. Même la voix off, celle de Chris, le personnage principal, Oui, elle n'est plus là pour l'auto-analyse comique. C'est plutôt une espèce de plaidoyer philosophique pour justifier ses actes, en quelque sorte. c'est vrai. Et les thèmes deviennent très sombres. La chance qu'il emporte sur la justice ou le mérite, l'ambition froide, calculatrice, le désir qui détruit tout. Et surtout ce traitement du crime et de la culpabilité, ou plutôt de l'absence de culpabilité visible. Ça fait penser à Crimes et Dei, un autre de ces films plus sombres. Mais là, c'est encore différent, non ? Oui, c'est différent. Dans Crimes et délits, il y avait encore une forme de tourment moral intense. Là, avec Matchpoint, on a l'impression qu'il va plus loin dans une sorte de nihilisme. On pense à Dostoïevski, bien sûr. Mais Allen nous montre un personnage qui rationalise son crime et semble y échapper psychologiquement. C'est assez glaçant. Et ce changement de ton s'accompagne aussi d'un changement de lieu. Fini New York, bonjour Londres. C'était juste pour des raisons financières, de production, ou il y a autre chose ? Il y a sûrement eu des aspects de production, mais le choix de Londres est essentiel au film, je crois. Ah oui ? Oui, Allen capte vraiment quelque chose de cette haute société britannique du début des années 2000. Une certaine froideur, les codes sociaux très marqués, le tennis comme marqueur de statut. C'est très juste. Et son regard d'extérieur d'Américain lui permet de faire un portrait assez critique finalement de cette élite, de ces hypocrisies. C'est subtil, mais c'est là. Alors, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le film, un petit rappel rapide de l'intrigue. Chris Wilton, un ancien joueur de tennis pro devenu prof, séduit Chloé, qui vient d'une famille très très riche. L'ascension sociale classique. Exactement. Il l'épouse, grimpe dans l'échelle sociale, mais en parallèle, il a une liaison passionnée avec Nola, une jeune actrice américaine qui est d'ailleurs la fiancée du frère de Chloé. Le triangle amoureux fatal. Voilà. Et quand Nola tombe enceinte et menace de tout révéler, Chris, il prend une décision radicale pour préserver sa nouvelle vie. Et c'est là que le thème de la chance devient absolument central. C'est presque le moteur du film. La fameuse scène de la balle de tennis sur le filet. Exactement. Cette balle qui hésite. De quel côté va-t-elle tomber ? Ça résume tout le propos du film sur le hasard. L'idée que peut-être la justice, la morale, tout ça, c'est secondaire par rapport au pur hasard. C'est assez nihiliste, comme vous disiez. Oui, on peut parler de nihilisme moral. Le film suggère que l'impunité est possible si la chance est de votre côté. Chris, c'est l'incarnation de cette amoralité froide, Nola, c'est la passion vulnérable, et Chloé, le confort bourgeois, un peu aveugle. Et cette froideur, cette distance, on la ressent aussi dans la mise en scène, l'image, la musique. Tout à fait. La réalisation est très sobre, très maîtrisée, presque clinique par moments. La photo utilise des couleurs plus froides, moins chaleureuses que dans ces films new-yorkais. C'est vrai. Comment tout ça a été reçu ? Ce pari d'un Allen si différent, ça a fonctionné ? Plutôt bien. Oui, surtout en Europe en fait. Beaucoup de critiques ont salué l'audace, la capacité d'Allen à se réinventer, un thriller à la Hitchcock, mais avec sa patte. Et les acteurs ? Jonathan Rhys-Meyers et Scarlett Johansson ont été très remarqués, très justes dans leur rôle. Bien sûr, il y a eu aussi des critiques. J'imagine. Certains ont trouvé le film trop froid, trop cynique. Cette absence de punition claire, ça a dérangé. Ça a nourri pas mal de débats sur le message du film. Mais bon, avec le temps, il s'est vraiment imposé comme une œuvre majeure de sa période européenne. Donc, si on résume, Matchpoint, c'est Allen qui reprend ses grandes obsessions, la chance, la morale, la culpabilité, mais sans le filtre de l'humour cette fois. Exactement. Avec une lucidité assez brutale et une critique sociale discrète,
mais présente. C'est ça, c'est la preuve qui pouvait encore surprendre, se renouveler en profondeur, et les questions que le film pose sur la justice, le hasard, la nature humaine, elles restent très fortes, très pertinentes aujourd'hui. Il ne donne pas de réponse facile. Non, c'est clair. Et c'est peut-être ça sa force principale. Ce qui nous laisse avec une dernière question peut-être. Si le hasard a un rôle si décisif dans nos vies, comme le suggère si fortement Matchpoint, quelle valeur on peut encore accorder à nos choix, à notre sens moral personnel?